Nous sommes le mercredi 15 juillet 2015 sur la Karonda Highway, juste à la sortie de Winarka. La zone est bouclée par les autorités après qu'un automobiliste les ait prévenus donc de sa macabre découverte de la veille. Les restes semblent se trouver à proximité de la valise et non à l'intérieur, partiellement dissimulés derrière un buisson. Il y a également des vêtements d'enfants éparpillés tout autour. Selon la police, les ossements, ainsi que la valise dans laquelle ils se trouvaient initialement, ont pu se trouver sur place depuis à peu près 2 mois. Le fait qu'il n'ait pas été prévenu plus tôt tient sans doute au fait qu'il est malheureusement fréquent d'apercevoir des vêtements et autres détritus joncher le bord des routes. La plupart des automobilistes n'y ont donc pas prêté attention plus que ça, et même s'il semblerait que certains autres se soient arrêtés pour vérifier le contenu de la valise, ils n'avaient pas eu la curiosité de regarder autour. Mais étant donné que les ossements se trouvaient certainement dans la valise lorsqu'elle a été abandonnée, il est probable que quelqu'un, un jour, ait fait la découverte et, plutôt que d'avertir les autorités, ait décidé de partiellement vider le contenu de la valise derrière le buisson avant de la traîner sur le bord de la route. Cette personne est activement recherchée par la police, non pas pour lui faire des ennuis, mais pour essayer d'avoir un maximum d'éléments. En tout cas, pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir de quoi exactement il est question. Le corps est celui d'un enfant, dont le sexe n'a pas encore pu être déterminé, sans doute un enfant âgé entre 2 et 5 ans. Les circonstances de la mort ne sont pas claires non plus, mais les enquêteurs peuvent d'ores et déjà dire que l'enfant est mort d'une mort extrêmement violente. Il est dans un premier temps envisagé qu'il puisse s'agir de William Tyrrell, un petit garçon disparu le 12 septembre 2014, mais en l'absence de quelques preuves que ce soit, il est difficile pour le moment de pouvoir vraiment se prononcer. Et même si, selon les enquêteurs, il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer, le fait que les vêtements retrouvés dans la valise soient des vêtements de petite fille peut laisser à penser que la dépouille l'est aussi. La zone est passée au peigne fin par des équipes à pied, mais aussi des équipes de la police montée, qui ont une vue plus globale et qui peuvent parcourir plus de distance. Les recherches ont principalement lieu le long de l'autoroute, d'une part, et de la voie ferrée, d'autre part. Pour le moment, la police est à la recherche de tout témoignage, toutes les vidéos provenant de dashcam, vous savez, ces caméras embarquées dans les voitures et les camions qui filment tout, et toute autre indication par rapport à des affaires d'enfants disparus, mais aussi d'enfants maltraités. Ce n'est que le début d'une longue enquête qui finira par connaître un rebondissement inattendu. Dans un premier temps, la police communique au public des photos des vêtements retrouvés afin d'essayer de les identifier. Malheureusement, ce sont des vêtements assez communs, vendus un petit peu partout, et il est donc difficile de pouvoir retracer la personne qui les a achetés. En plus, ils sont assez détériorés par le temps, ce qui complique encore plus la tâche. Mais les enquêteurs parviennent quand même à identifier un blouson assez spécifique sur eBay, similaire à une parka retrouvée sur place. Cette piste ne donnera malheureusement rien. Malgré tout, la mobilisation des Australiens est massive et la police recevra au total plus de 1200 témoignages par l'intermédiaire de Crime Stoppers. C'est une association qui permet aux gens de témoigner de façon complètement anonyme et sans avoir de contact direct avec la police, l'association se chargeant de transmettre les informations intéressantes aux forces de l'ordre elles-mêmes. En plus, des levées de fonds permettent à Crime Stoppers d'offrir des récompenses souvent plus élevées que ce que les familles des victimes ou de personnes disparues peuvent généralement se permettre. Mais malgré ces nombreux appels et témoignages, une gigantesque campagne de distribution de tracts mise en place par la police et la vérification de 429 habitations où des enfants ont disparu ou sont potentiellement en danger, selon les appels reçus, rien. L'enquête est au point mort. Enfin, pas totalement, puisque le sexe de l'enfant a été confirmé, il s'agit bien d'une petite fille qui était âgée entre 2 et 4 ans au moment de sa mort. Selon les tests médico-légaux, sa mort remonte à plusieurs années, possiblement jusqu'en 2007. Mais malgré ces éléments, ces vérifications, ainsi que la vérification de toutes les bases de données d'enfants disparus en Australie, mais aussi dans les autres pays, impossible de déterminer l'identité de la petite fille. Après 2 mois d'enquête, 135 enfants disparus ont déjà été rayés de la liste. En parallèle, les locaux ont confié avoir aperçu un homme d'une 60aine d'années le 13 avril et le 26 mai dans les environs avec une valise de couleur foncée. Winarka, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand et donc les habitants du coin ont rapidement repéré que l'homme, lui, ne l'était pas du coin. Il s'agirait d'un homme blanc, âgé d'une 60aine d'années donc, de taille et de corpulence moyenne, bien coiffé, rasé de près et plutôt bien habillé. Il est activement recherché. Mais si la piste des vêtements ne donne rien, il est retrouvé à proximité un plaid. Et ce plaid, les enquêteurs sont convaincus qu'il est fait main. Avec une machine à coudre, oui, mais c'est du travail artisanal,
pas un plaid industriel. Il diffuse alors la photo du couvre-lit partout, dans l'espoir de recevoir le témoignage de quelqu'un qui a déjà vu ce plaid, ou même de la personne qui l'a confectionné. De nombreux témoignages arrivent, mais il ne s'agit jamais exactement du même plaid. Jusqu'au jour où 2 appels en particulier vont enfin permettre d'identifier la petite victime. Souvenez-vous, plus tôt, je vous avais dit que plus de 1200 appels avaient été passés à Crime Stoppers. Eh bien, ce sont le 1267e et le 1271e appel qui vont permettre aux enquêteurs de mettre un nom sur la fillette. Le premier des 2 appels leur indique que le plaid pourrait appartenir à Candalis Kiara Pierce, une petite fille qui a été aperçue pour la dernière fois avec sa maman en novembre 2008 dans le territoire du Nord. Tanya Weber, la personne qui passe l'appel, est une amie de la maman, Carly Pierce Stevenson. Elle prétend que l'enfant et sa mère ont disparu en 2009 à peu près, et que pour autant, elles ne sont pas inscrites au fichier des personnes disparues. On reviendra sur les raisons de cette non-inscription un petit peu plus tard. L'appel suivant provient d'une personne qui est en mesure de fournir aux enquêteurs une photo de la petite fille avec son plaid. Et le plaid est effectivement artisanal, il a été confectionné par la grand-mère paternelle de la petite fille depuis décédée. Il n'y a maintenant plus aucun doute, les 2 couvertures sont identiques. La police se procure ensuite le dossier médical de Candalis et parvient à obtenir son ADN à partir des résultats de la piqûre néonatale faite à l'époque au talon du nourrisson. Les 2 ADN sont immédiatement comparés, ils correspondent. Mais alors, où est sa mère et que lui est-il arrivé ? Eh bien, en comparant l'ADN avec les bases de données de la police, un dossier ressort, celui d'une femme retrouvée morte 5 ans plus tôt dans la forêt de Belanglo et jamais identifiée. Dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, ou New South Wales, se trouve la forêt de Belanglo. Forêt très populaire, en particulier chez les motards et les amateurs de tout-terrain en général, pour ses nombreux circuits. Mais la forêt de Belanglo est également connue pour un événement un petit peu moins sympa que les balades en moto. En 1992 et 1993, 7 corps y ont été retrouvés, et après enquête, il avait été découvert qu'ils étaient tous les victimes du tristement célèbre tueur de routards, alias Ivan Mila. Les années passent et l'affaire est peu à peu oubliée. Nous sommes en août 2010 et des motards se promènent dans la forêt de Belanglo donc, quand à un moment, quelque chose attire leur regard. Ils s'arrêtent et découvrent un crâne humain et des os éparpillés sur le sol. Également, à proximité, seront retrouvés un t-shirt avec le mot « Angélique » inscrit au-dessus d'un cœur, une chaussette blanche et une boucle d'oreille en argent. La police est évidemment contactée immédiatement. Au début, il est envisagé qu'il puisse s'agir d'une nouvelle victime d'Ivan Mila qui n'était à ce jour pas encore connue. Mais des analyses ADN sont effectuées et ces analyses, même si elles ne révèlent pas grand-chose, apprennent aux enquêteurs 2 choses. D'abord, les restes sont ceux d'une jeune femme de petite taille qui était sans doute âgée entre 13 et 25 ans. Et sa mort remonte à entre 6 mois et 10 ans auparavant maximum. Or, Ivan Mila avait été interpellé en 1994 et se trouvait donc déjà en prison au moment de la mort de la jeune femme. Une recherche nationale est alors déclenchée et tout est passé au crible. Fichier des personnes disparues, profilage ADN, reconstruction médico-légale du visage de la victime, appel au public pour tout témoignage qui pourrait permettre son identification. Mais malgré tous les efforts des enquêteurs, ils ne parviennent pas à mettre un nom sur la jeune femme. Elle sera alors surnommée l'Ange de Belanglo, rapport à son t-shirt. Et ce n'est que 5 ans plus tard, lorsque la valise contenant les restes de sa fille Candalis sera retrouvée à 1200 km de là, que les autorités comprendront que l'Ange de Belanglo, c'est en fait Carly Pierce Stevenson. Mais que leur est-il arrivé? Qui leur a fait du mal? Et pourquoi? Et surtout, pourquoi ni l'une ni l'autre n'était inscrite au fichier des personnes disparues? Carly et sa petite fille Candalis, 2 ans, habitent depuis toujours à Alice Springs, dans le territoire du Nord. Bien que proche de sa mère, Carly a un tempérament bien trempé et il arrive que les 2 femmes s'engueulent, menant à des périodes pendant lesquelles elles ne s'adressent pas ou peu la parole. Et c'est ce qu'il se passe en 2006, l'année de naissance de Candalis. C'est une des raisons pour lesquelles Carly décide de quitter Alice Springs, mais ça n'est pas la seule. Bien que le territoire du Nord soit un des plus grands territoires d'Australie, c'est aussi un des moins peuplés. Et du coup, il n'est pas toujours facile d'y trouver du travail. Carly décide donc de partir et de parcourir le pays avec son petit bout de chou. Sans connaître son cheminement exact, il semblerait qu'entre 2006 et 2008, elle soit allée à Adélaïde, à Darwin, à Canberra
et qu'elle ait été aperçue pour la dernière fois à Charnwood, près de Canberra. Peu de temps auparavant, elle avait été arrêtée par la police pour un contrôle de routine aux abords de Coober Pedy. Pendant ces 2 années, elle aurait fait des allers-retours entre plusieurs États et serait revenue dans la région de Alice Springs à plusieurs reprises. Et même si elle n'est jamais retournée voir sa mère, elle est tout de même restée en contact avec sa famille via, entre autres, Facebook. Toujours entre 2006 et 2008, elle rencontre un couple, Daniel Marshall et Hazel Passmore. D'ailleurs, le 11 août 2008, Hazel publie sur Facebook une photo de Candalis avec ses propres enfants à elle, à une exposition ou une concentration automobile. Puis, le 15 septembre 2008, un drame se produit. Daniel, Hazel et ses 3 enfants sont en voiture, c'est Daniel qui est au volant. C'est alors qu'ils ont un violent accident au cours duquel Willow, 9 ans, et Ryan, 6 ans, perdent la vie. Hazel, quant à elle, se retrouve à l'hôpital dans un état gravissime. Elle est paralysée et ne retrouvera jamais l'usage de ses jambes. Daniel, lui, semble indemne. Et pendant que sa petite amie est hospitalisée, il commence, en septembre 2008, à avoir une relation amoureuse avec Carly. C'est le 8 novembre 2008, donc, qu'une patrouille contrôle Carly aux environs de Coober Pedy. Et aux alentours du 15 décembre, Daniel Marshall, qui s'appelle en fait Daniel Oldham et est un escroc avec déjà plusieurs condamnations pour fraude, conduit Carly dans la forêt de Belanglo et l'assassine. Lorsqu'il rentre à son domicile, qu'il partage à ce moment-là avec Derek Dover, son cousin, ce dernier s'interroge. Où est donc passée Carly ? Calmement, Daniel lui répond qu'elle en avait marre de la région et qu'elle a décidé de s'en aller. Derek demande alors pourquoi Daniel est en possession de la voiture de Carly et il lui répond qu'elle lui devait de l'argent et donc, avant de partir, avait décidé de lui donner la voiture en guise de paiement. Puis, Daniel annonce à son cousin qu'il va maintenant devoir ramener la pauvre Candalis chez sa grand-mère, puisque sa mère l'a sciemment abandonnée. Là non plus, les dates ne sont pas précises, mais il semblerait que, quelques jours plus tard, Daniel Oldham et Candalis se soient trouvés à Narrandera, où l'homme aurait loué une chambre d'hôtel. Et c'est dans cet hôtel qu'il aurait tué la petite Candalis et l'aurait mise dans une valise, avant de s'en débarrasser à Winarka, où elle a été retrouvée. Mais au bout d'un moment, la famille et les proches de Carly se sont posé des questions. Pourquoi plus personne n'avait aucune nouvelle ? Serait-il arrivé quelque chose à la mère et sa fille ? Le 4 septembre 2009, Colleen, la maman de Carly, décide donc de déclarer sa fille disparue. Mais dans les jours qui suivent, elle reçoit un message provenant du téléphone de Carly, la rassurant que tout va bien, mais qu'elle lui en veut toujours et n'a pas l'intention de rentrer. Raison pour laquelle la vieille dame retire son signalement auprès de la police le 10 septembre 2009. Et c'est donc pour cette raison que les enquêteurs ont eu tant de mal à identifier Carly et Candalis officiellement. Elles allaient bien et parcouraient simplement le pays pour échapper à une famille avec laquelle la jeune mère ne s'entendait juste plus. Pendant les mois qui suivent d'ailleurs, plusieurs amis et membres de sa famille recevront des nouvelles de Carly depuis le téléphone de la jeune femme, les rassurant que tout va bien, mais aussi en leur demandant un soutien financier. Parce que oui, vous l'avez compris, Daniel Oldham a conservé le téléphone de Carly et c'est lui qui envoie les messages. Mais il a également conservé ses papiers, sa carte bancaire et autres documents. Et il ne va pas hésiter à s'en servir. Pendant les années qui suivent, c'est en tout près de 90 000 $ qui seront retirés du compte de Carly. Aide financière de la famille, mais aussi pension, allocation familiale. Tout ce qui se trouve sur le compte de Carly est systématiquement retiré. Le gouvernement se met à se poser des questions et convoque alors Carly Pearce Stevenson à plusieurs reprises afin de s'assurer que tout est en ordre. Et la jeune femme se présente aux entretiens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense. La femme qui se présente aux entretiens, et aux convocations de la banque aussi d'ailleurs, c'est une jeune femme en fauteuil roulant. Ça vous rappelle rien ? Eh oui, il s'agit de Hazel Passmore qui, d'ailleurs, se fait parfois accompagner par Daniel Oldham en personne. Il semblerait aussi que d'autres personnes aient utilisé l'identité de Carly Pearce Stevenson, mais je n'ai trouvé que peu d'informations sur cette enquête secondaire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le petit manège a duré plusieurs années, jusqu'à ce que le gouvernement ne suspecte quelque chose et ne gêne le paiement, le temps en tout cas de mener son enquête, et que la banque ne finisse par elle aussi clôturer le compte suite à son inactivité. En août 2010 donc, le corps de Carly est retrouvé, mais les enquêteurs ne parviennent pas à l'identifier jusqu'à ce que la dépouille de Candalis soit à son tour trouvée sur le bord de la route le 14 juillet 2015. Lorsque Candalis est finalement identifiée, la police identifie dans la foulée Carly. Nous sommes le 21 octobre 2015. Et le 28 octobre 2015, Daniel Oldham, alors âgé de 43 ans, est arrêté
puis jugé. Dans un premier temps, Daniel Oldham clame son innocence, malgré le fait que son téléphone est borné au même endroit que le téléphone de Carly dans la forêt de Belanglo, le jour présumé de sa mort, et malgré le fait que les deux téléphones aient de nouveau borné au même endroit à plusieurs reprises après la mort de la jeune femme, confirmant donc que c'est bel et bien lui qui envoyait les messages à la famille. Malgré le fait aussi que des témoins affirment qu'il est la dernière personne à jamais avoir été vue avec Carly. Mais pour enfoncer le clou, il semblerait que Hazel Passmore ait fait un deal avec la police. En échange de l'immunité, elle fournira des preuves de la culpabilité de son ex. Le deal est passé et Hazel indique aux policiers l'existence d'une carte SD appartenant à Daniel Oldham sur laquelle se trouveraient des photos incriminantes. La carte mémoire est retrouvée et effectivement, les fameuses photos s'y trouvent. Il s'agit de photos de Carly portant le fameux t-shirt, celui qui a valu à la malheureuse le surnom d'Ange de Belanglo, prise dans la forêt de Belanglo donc, après son meurtre. Dans un revirement de dernière minute, Daniel Oldham décide avec ses avocats de plaider coupable à moins d'une semaine du début du procès. Procès qui démarre le 6 août 2018 et va se révéler être une réelle épreuve pour la famille de Carly et de Candalis, tant la description détaillée de ce que Daniel leur a fait subir est insoutenable. Il a donc commencé par emmener Carly dans la forêt et la jeter à terre avant de la piétiner en lui sautant dessus. Ce faisant, il lui a, entre autres, écrasé la trachée. Une fois morte, il a sexuellement abusé d'elle à l'aide de différents objets et a fini par prendre les fameuses photos. Il n'a jamais été dit d'ailleurs si le choix de cette forêt en particulier avait été fait sciemment ou pas, mais les enquêteurs pensent que oui. Ils pensent que Daniel Oldham a choisi cette forêt où les victimes de Ivan Mila avaient été retrouvées, histoire de brouiller les pistes si jamais elle était retrouvée un jour. Puis en quittant les lieux, Daniel s'est arrêté dans une grande surface dans laquelle il a acheté du ruban adhésif et des torchons qu'il prévoyait déjà d'utiliser pour sa deuxième victime, Candalis. Il est ensuite rentré chez lui, a inventé le bobard pour son cousin afin de justifier l'absence de Carly et est parti en emmenant avec lui la petite Candalis. D'ailleurs, le cousin a été un temps soupçonné de complicité, mais apparemment a finalement été disculpé. En chemin, Daniel a méticuleusement nettoyé la voiture de Carly et l'a vendue ou échangée avec une autre afin de passer inaperçu. Environ 5 jours plus tard, il se serait arrêté dans le motel de Narandera, dans lequel il aurait bâillonné la fillette avec les torchons et le ruban adhésif acheté quelques jours plus tôt. Les raisons exactes de la mort de Candalis restent floues, les analyses médico-légales n'ayant rien pu donner à cause de la détérioration de son corps, mais il semblerait que la fillette ait également été abusée sexuellement avant d'être mise dans la valise et jetée sur le bord de la route. D'ailleurs, le procès déterminera que Daniel Oldham aurait des penchants pédophiles. Il a été retrouvé en sa possession un calepin sur lequel figurait une liste de noms d'enfants, suivie de l'un des 3 mots suivants: viol, forcé ou consentant. De plus, il a été retrouvé sur Facebook peu de temps avant son interpellation, une photo récente de lui, alors âgé de 43 ans, enlacé par sa petite amie du moment, une jeune fille de 16 ans. Le tribunal déterminera que, dès le début, Daniel s'est sans doute rapproché de Carly pour avoir accès à sa fille, pour laquelle il aurait exprimé plus tard des désirs sexuels. Et en parallèle, il aurait aussi planifié depuis le début le fait d'usurper l'identité de la jeune femme pour pouvoir avoir accès à son compte en banque. Comme mentionné plus tôt, il n'en était pas à son coup d'essai, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de fraude. Le procès, qui devait initialement durer 3 mois, a finalement été beaucoup plus court. La défense a tenté de justifier les actes de Daniel Oldham en expliquant qu'il a lui-même été victime d'abus dans son enfance, dès l'âge de 9 ans, avant d'être finalement retiré de la garde de ses parents et d'être placé dans le système. Mais le juge a estimé que ça n'était pas une raison et que l'horreur et l'atrocité des crimes commis par l'homme n'avaient aucune justification entendable. Il a été condamné le 9 novembre 2018 à 2 peines de prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. La famille de Carly et Candalis a exprimé son regret quant au fait que la peine de mort n'existe plus, ajoutant que de toute façon, même cette sentence n'aurait pas été suffisante pour faire payer ce monstre pour les atrocités commises. La mère de Carly, elle, n'a jamais pu assister au procès. En fait, elle n'a même jamais su ce qu'il était advenu de sa fille et de sa petite-fille, car elle s'est éteinte en 2012 des suites d'un cancer du sein. Juste avant de s'éteindre, la toute dernière phrase qu'elle a prononcée était « Est-ce que Carly et Candalis sont revenus ?» Non, elles n'étaient pas revenues et ne reviendront jamais. Et la pauvre femme a quitté ce monde sans savoir que sa fille et sa petite-fille avaient en fait déjà trouvé la mort depuis 4 ans
et en pensant que sa fille ne voulait simplement plus jamais la revoir. Lorsque j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, je n'avais aucune idée du détail des atrocités commises par Daniel Oldham. Je savais juste qu'il s'agissait d'un double meurtre, d'une mère et de sa fille. Ce n'est qu'en creusant dans mes recherches que j'ai réalisé à quel point cette histoire était plus que sordide. Hal et Joan se rencontrent alors qu'ils sont encore au lycée. Ils sont tous les deux très différents. Joe est très extraverti, elle aime rigoler et faire la fête, alors que Hal, lui, est quelqu'un de plutôt froid au premier abord, quelqu'un en tout cas qui garde ses sentiments pour lui. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent et les deux tombent rapidement très amoureux l'un de l'autre. À peine leurs études terminées, ils se marient. Nous sommes en 1971. Et s'ils se marient aussi rapidement, c'est non seulement parce qu'ils s'aiment bien sûr, mais aussi parce que Joe est enceinte de leur première fille, Michelle, qui naît le 22 février 1972. Niveau tempérament, Michelle ressemble plutôt à son père. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle est plutôt réservée, timide, voire même distante par moments. Tout l'opposé de sa petite sœur Christée, qui naît le 6 octobre 1974, soit 2 ans et demi après Michelle. Christée, elle, est tout le portrait de sa mère. Elle est souriante, aimable, a pas mal d'amis, et elle est très populaire au lycée d'ailleurs. Elle fait partie des cheerleaders. Bref, toute cette petite famille vit une vie plutôt heureuse et paisible dans la petite ville agricole de Wilshire, dans l'Ohio. D'ailleurs, Hal et Joe sont à la tête d'une exploitation agricole, ce qui leur prend chaque seconde de la journée. Venant tous les deux d'un milieu ouvrier plutôt pauvre, ils ont sué corps et âme pour faire prospérer leur exploitation de vaches laitières, et sans pour autant être riches, ils vivent confortablement. Une vie confortable certes, mais exigeante et exténuante, d'autant qu'en plus d'aider son mari à la ferme et de s'occuper des filles, Joe travaille de nuit à l'usine. Alors autant vous dire qu'ils n'ont pas énormément de moments de répit. Néanmoins, quasiment chaque matin, après avoir fini la traite des vaches et déposé les filles à l'école, Hal et Joe aiment se rendre en ville pour prendre leur petit déjeuner. Et de la même manière, dès qu'ils le peuvent, ils aiment aller dîner ensemble en ville. Ça leur permet de déconnecter un petit peu de la ferme et de souffler un petit peu. Et c'est sans doute cette vie effervescente, sans aucune seconde pour eux, qui leur a fait ne pas voir le drame qui se déroulait juste sous leurs yeux. Le frère de Hal, John, est un personnage assez étrange selon les gens du coin. En effet, il aime se balader en ville en arborant un treillis militaire et en disant à qui veut bien l'écouter qu'il a, par le passé, participé à des missions top secrets pour les services secrets et pour la CIA. Personne n'y croit vraiment, mais bon, ce ne sont pas des mensonges très méchants, et mythomane ou pas, de toute façon, c'est le frère de Hal, donc du fait qu'il n'a nulle part où habiter, la famille le laisse occuper une caravane sur leur terrain. Mais ces mensonges à première vue inoffensifs cachent en fait une réalité bien plus sombre, que la famille va commencer à entreapercevoir le jour où la police vient interpeller John à sa caravane. L'ex-petite amie de John l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Alors qu'ils avaient rompu, la petite amie de John vivait toujours avec lui dans sa caravane, le temps de trouver quelque chose d'autre. Et un soir, alors qu'elle rentre, un homme cagoulé lui tombe dessus, la menotte, lui bande les yeux, et sous la menace d'un couteau, pour l'empêcher de crier, il la viole. La jeune femme, qui est certaine d'avoir reconnu la voix de John, affirme à la police que ce dernier a tout filmé. Après s'être procuré un mandat de perquisition, la police fouille donc la caravane de John, et ce qu'elle va y découvrir va bouleverser à tout jamais la vie de toute la famille. Non seulement la vidéo de l'agression de l'ex-petite amie est retrouvée, mais la police découvre également des photos d'une jeune fille nue, les mains attachées et les yeux bandés. Et accompagnant la photo, des enregistrements audio de la même jeune fille qui supplie son agresseur d'arrêter. La jeune fille en question n'est autre que Michelle, sa nièce, la fille de Hal et Joe, et son oncle abusé d'elle depuis qu'elle était âgée de 14 ans. La jeune adolescente n'avait jamais rien dit à personne car son oncle l'avait menacée de la tuer si jamais elle disait quoi que ce soit. C'est comme un coup de massue qui s'abat sur le couple et qui fait voler en éclats toute la famille, parce que aussi fou que ça puisse paraître, et malgré les preuves accablantes retrouvées dans la caravane, la grand-mère de Michelle, la maman de Hal et John, refuse de croire à la culpabilité de son fils. À tel point d'ailleurs qu'elle dit partout en ville que sa petite fille est une menteuse. Alors inutile de vous dire que après ça, Hal et Joe ont définitivement coupé les ponts avec elle.
John a beau nier, lui aussi, il est condamné à 25 ans de prison avec une peine de sûreté de 7 ans pour l'agression de son ex-petite amie. Michelle, elle, a refusé de déposer plainte contre son oncle. Non pas par peur, mais plutôt parce qu'elle veut oublier toute cette histoire et se concentrer sur son avenir plutôt que sur son passé, et elle n'a pas envie de rentrer dans des procédures judiciaires qui n'en finiront jamais. Peu de temps après le drame, la famille Rogers, Al, Joe et les filles décident de partir en road trip en vacances afin de se changer un petit peu les idées, leurs premières vacances hors de la ferme. Enfin, seulement Joe et les filles parce que Al, lui, est obligé de rester à la ferme pour s'occuper des animaux. Les deux adolescentes de 14 et 16 ans sont excitées comme des puces, elles n'ont jamais quitté l'Ohio auparavant. Elles passent donc les semaines suivantes à organiser tout ce road trip dans les moindres détails, sous le regard amusé, mais un petit peu dépité de Joe. Elle aurait bien aimé partir faire du farniente sur la plage, mais ce n'est pas du tout dans les plans des filles. Elles veulent tout voir, tout faire. Elles ont planifié une quantité inimaginable d'activités diverses et variées, et dans leur programme, il n'y a pas une minute de répit. Et c'est ainsi que le 26 mai 1989, Joe, Michelle et Christé montent en voiture et prennent le départ de ce road trip dont elles ne reviendront jamais. Nous sommes le 4 juin 1989 à Tampa, en Floride. Alors qu'un voilier passe sous le Sunshine Skyway Bridge, un pont à haubans d'une longueur de 9 km qui relie la ville de Saint-Pétersbourg à la ville de Bradenton, les passagers aperçoivent au loin un objet ballotté par les vagues. Au fur et à mesure que le bateau s'approche, les doutes font bientôt place à une horrible certitude. Il s'agit d'un corps. Les gardes-côtes prévenus arrivent immédiatement et essayent de sortir le corps de l'eau, mais la tâche s'avère plus difficile que prévu. Le corps a une corde attachée au cou et au bout de cette corde, il y a un bloc de béton armé de 12 kilos. Après de longues minutes, le corps est enfin extrait de l'eau et les gardes-côtes se dirigent vers les berges pour le remettre au médecin légiste. Mais alors que le bateau approche de la berge, il reçoit un deuxième appel pour aller chercher un autre corps à environ 6 km du premier, et puis un troisième à environ 180 mètres du deuxième. Et le scénario est le même pour chacun des corps, une corde nouée au cou avec au bout de la corde un bloc de ciment. Les trois victimes sont des femmes, les mains attachées dans le dos, les chevilles entravées, du gros scotch sur la bouche et la partie inférieure du corps dénudée. Les enquêteurs ont bien du mal à identifier les victimes, elles n'ont en effet sur elles aucun effet personnel, ni même aucune pièce d'identité qui pourrait permettre de savoir de qui il s'agit. Le médecin légiste, de son côté, estime que les corps sont dans l'eau depuis 3 à 5 jours et la température de l'eau dans la baie fait que l'état de décomposition est avancé, a été accéléré et rend des analyses plus approfondies extrêmement difficiles. Si vous vous demandez comment se fait-il que les corps flottaient à la surface alors pourtant qu'ils étaient lestés par un bloc de ciment, sans rentrer trop dans les détails, ça a été rendu possible par la décomposition justement, qui a fait gonfler les corps et qui a créé des gaz qui ont fait remonter les corps à la surface. Maintenant, les enquêteurs se demandent comment les corps se sont-ils retrouvés dans l'eau. Ont-ils été jetés depuis les berges? Ont-ils été jetés depuis le pont? Ils font donc appel à l'université du sud de la Floride qui, après analyse entre autres des courants, est capable d'indiquer que les corps sont entrés dans l'eau depuis le milieu de la baie, certainement depuis un bateau donc. Mais ça n'avance cependant pas les enquêteurs sur qui sont les victimes. S'agit-il de touristes, de jeunes femmes du coin? Et cette question va trouver une réponse le 8 juin 1989, soit 4 jours après la découverte des corps. Une femme de ménage d'un hôtel de Tampa, le Days Inn, rend compte à son manager du fait que les occupants de la chambre numéro 251 semblent n'avoir touché à rien du tout dans leur chambre depuis plusieurs jours. Les clientes, une femme et ses 2 filles, ont déposé leurs affaires dans la chambre le 1er juin et ne sont jamais revenus y dormir. Le manager, qui se souvient avoir vu un article dans le journal à propos des 3 corps trouvés dans la baie, fait le lien et contacte immédiatement la police. Lorsque les enquêteurs arrivent, ils constatent que la chambre a été louée par une femme originaire de Wilshire, dans l'Ohio, Joan Rogers, et ses 2 filles, Michelle et Christé. Dans l'une des valises, toujours à même le sol, il y a un appareil photo dont les policiers font immédiatement développer la pellicule sur laquelle les 2 dernières photos ont été prises dans cette chambre. L'une des photos montre Michelle en train de se changer et l'autre photo montre le coucher de soleil depuis la fenêtre de cette même chambre. Les enquêteurs contactent donc Al Rogers afin qu'il leur fournisse les dossiers dentaires de sa femme et de ses filles pour les comparer avec les empreintes dentaires des victimes et, vous vous en doutez, les résultats correspondent. Al vient de perdre en une fraction de seconde sa femme et ses 2 filles.
retrouvés flottant à l'endroit même où elles avaient décidé d'aller pour se changer les idées, après l'horrible drame que venait de traverser la famille. Et les conditions dans lesquelles elles ont trouvé la mort sont terrifiantes. Même si cela ne peut pas être confirmé par l'analyse médico-légale, du fait, entre autres, de l'état dans lequel les corps se trouvent, le fait que la partie inférieure des 3 corps soit dénudée laisse à penser qu'elles ont très certainement été abusées. De plus, de l'eau a été retrouvée dans leurs poumons, ce qui signifie que lorsqu'elles ont été jetées à l'eau avec le bloc de ciment, elles étaient encore vivantes. L'enquête ne fait que commencer, mais la police a bien l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour attraper le monstre qui a commis cette atrocité. Comme bien souvent, les soupçons commencent d'abord par se tourner vers les proches, et en l'occurrence, vers Hal. D'abord parce que Joe et les filles étaient censés rentrer le 3 juin, mais lorsque ça n'a pas été le cas, Hal n'a pas réagi immédiatement. Il n'a déclaré leur disparition que 3 jours plus tard. De plus, lorsque les enquêteurs interrogent Hal, ils ont face à eux un homme froid qui ne manifeste aucune émotion. Pas de larmes, pas de chagrin apparent, pas de rage, rien du tout. Ce qui leur met la puce à l'oreille et leur fait penser que peut-être Hal a-t-il fait l'aller-retour en Floride sans que personne ne s'en aperçoive. Sauf que souvenez-vous, Hal et Joe avaient pour habitude de petit déjeuner et de dîner en ville dès qu'ils le pouvaient. Et en l'absence des filles, Hal n'a pas changé cette habitude. Plusieurs témoins affirment qu'il a mangé en ville chaque soir et pris son petit déjeuner en ville chaque matin, rendant donc un aller-retour en Floride en une nuit strictement impossible. Et pour ce qui est de son comportement face à l'horreur qui lui a été annoncée, eh bien, c'est tout simplement dans sa nature. Hal, ce n'est pas quelqu'un de très démonstratif, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui. Une fois Hal retiré de la liste des suspects, la police s'interroge sur son frère et sur sa famille. Se pourrait-il que John, depuis la prison où il se trouve, ait commandité l'assassinat de Joe et des filles en représailles? Lui ou quelqu'un d'autre? Sa mère, par exemple? Personne ne savait que les filles allaient en Floride. Cette piste est donc très rapidement écartée elle aussi. Mais du coup, les policiers n'ont pas la moindre idée de ce qui a bien pu leur arriver. Dans un premier temps, ils essayent de retrouver le véhicule des Rogers, une 86 Oldsmobile Calais, de couleur bleue. Et la voiture est rapidement identifiée, elle se situe aux abords d'une rampe de mise à l'eau publique, dans les environs de Courtney Campbell Parkway. Le véhicule est immédiatement confié à la police scientifique, et si aucun prélèvement ni rien ne semble pouvoir faire avancer l'enquête, 2 prospectus, néanmoins, sont retrouvés sur le tableau de bord. Et sur chacun des prospectus, des indications sont écrites à la main. Le premier prospectus est une brochure du Days Inn Motel, sur lequel l'écriture est rapidement identifiée. Il s'agit de celle de Joe. Ce sont des indications permettant de se rendre à la fameuse rampe de mise à l'eau, suivies des mots bleu avec blanc. Sur la deuxième brochure, les inscriptions semblent être un enchaînement de directions pour pouvoir rejoindre leur hôtel, le Days Inn Motel. En revanche, l'écriture n'appartient à aucune des 3 filles. La police commence donc tout doucement à remettre les choses dans l'ordre. Les filles sont parties de Wilshire le 26 mai 1989, vers midi. Elles ont emprunté la I-75 et ont roulé sur près de 800 km, traversant l'Ohio, le Kentucky et le Tennessee, avant de finalement atteindre la Géorgie. Elles ont passé la nuit dans un petit motel avant de se lever de très bonne heure le lendemain matin pour pouvoir parcourir la deuxième partie du trajet et atteindre leur destination, la Floride. Pendant les 4 jours suivants, elles ont visité une multitude d'endroits différents, toujours en continuant leur road trip et en passant chaque nuit dans un motel différent. Le 29 mai, Joe écrit une carte postale qu'elle envoie à Hal, sur laquelle elle s'amuse du fait que les filles la baladent dans tous les sens et qu'elle n'a aucun moment de répit. Le jeudi 1er juin, elle quitte Orlando pour se rendre à Tampa. Et en arrivant, Joe ne trouvant pas immédiatement leur hôtel, elle se serait garée sur le bord de la route, aurait sorti une brochure récupérée un petit peu plus tôt pendant leur périple et aurait consulté une petite carte de la région qui se trouve au dos de la brochure. Alors qu'elle regardait la carte, un homme se serait arrêté et voyant la jeune mère et ses 2 filles perdues, il leur aurait proposé son aide. Il aurait écrit les directions à suivre pour rejoindre leur hôtel et dans la foulée, leur aurait proposé à toutes les 3 de venir faire un tour avec lui sur son bateau un petit peu plus tard dans la journée. L'homme ayant été aimable, serviable et étant charmant, les 3 filles se seraient sans doute dit que ce serait une activité super sympa à faire pendant leur road trip et elles auraient accepté. Après quoi, Joe et les filles se rendent à l'hôtel, déposent leurs bagages, se changent, vont manger au restaurant, et une fois le dîner terminé, elles rejoignent l'homme et son bateau.
Et étant donné que l'analyse des courants a indiqué que les corps ont été mis à l'eau depuis le milieu de la baie, le propriétaire de ce bateau est très certainement le meurtrier. Mais qui peut bien être ce mystérieux homme? Personne n'en a la moindre idée, et l'enquête piétine. Quand elle finit par connaître un rebondissement en octobre 1989, lorsque Jim Capel, un des enquêteurs en charge de l'affaire, découvre une affaire a priori assez similaire, en tout cas suffisamment pour retenir son attention. Au mois de mai, une touriste a déposé plainte contre X après avoir été agressée sur un bateau blanc et bleu en Floride. Judy Blair, 24 ans, et son amie Barbara Mottram sont deux jeunes Canadiennes. Elles ont décidé de partir en vacances en Floride et plus spécifiquement à Madeira Beach. Le soir du 14 mai 1989, alors qu'elles sortent d'un supermarché, elles font la rencontre d'un homme sur le parking. L'homme, qui semble avoir entre 30 et 40 ans, se présente. Il s'appelle Dave Posner et il est le gérant d'une société d'aluminium de l'autre côté de la baie, à Bradenton. Plutôt avenant et aimable, il propose aux deux jeunes femmes de venir faire un tour sur son bateau le lendemain après-midi. Judy accepte, mais Barbara refuse. La virée est agréable, Judy et l'homme ont une conversation plutôt sympa, et du coup, l'homme propose à Judy de revenir avec son amie Barbara le soir même pour observer le coucher de soleil depuis le bateau. Une fois de plus, Barbara décline l'invitation et Judy s'y rend seule. La vue du coucher de soleil depuis le bateau est magnifique, la jeune femme se régale et prend d'ailleurs plusieurs photos, dont des photos de son hôte. Mais alors que le soleil commence à flirter avec l'horizon, le bateau s'éloigne de plus en plus de la côte et se retrouve en plein milieu de la baie. Et subitement, le comportement de l'homme change du tout au tout, il commence à devenir très agressif, à avoir des gestes extrêmement déplacés envers la jeune femme, et lui indique qu'il souhaite avoir une relation sexuelle avec elle. Mais Judy refuse, l'homme se jette alors sur elle et la menace de la tuer si elle n'obtempère pas, ajoutant que si jamais elle avait l'idée de se jeter à l'eau pour lui échapper, la zone était infestée de requins. Il arrache ses vêtements et la viole. Après avoir terminé, il lui tend une bouteille d'eau et lui ordonne de se rincer. Il se saisit de l'appareil photo de la jeune femme, en arrache la pellicule et la jette à la mer. Puis il retourne à la barre et fait demi-tour. Pendant le trajet du retour, il prend une conversation tout ce qu'il y a de plus normal, comme si de rien n'était, alors que Judy, elle, en état de choc, ne prononce pas le moindre mot. Et à plusieurs reprises, l'homme se penche par-dessus bord et vomit. Alors que l'embarcation arrive au niveau du rivage, l'homme ordonne à Judy de sauter à l'eau et de finir à la nage. La jeune femme ne se fait pas prier. Malheureusement, parce qu'elle s'est rincée et qu'elle a passé un moment dans l'eau pour rejoindre le rivage, aucun prélèvement ADN ne peut être effectué. Mais malgré tout, lorsqu'elle dépose plainte, Judy parvient à décrire l'homme suffisamment précisément pour pouvoir en dresser un portrait robot. La police se met immédiatement à la recherche de Dave Posner à la tête d'une société d'aluminium, mais évidemment ça ne donne rien, l'homme leur a donné un faux nom. Son portrait est néanmoins diffusé partout et la police reçoit une multitude d'appels et de témoignages. Malheureusement, aucun ne débouche sur une piste concrète. L'homme est introuvable. La seule quasi-certitude, c'est qu'il s'agit du même homme que celui qui a emmené Joanne, Michel et Christé sur son bateau avant de les violer et de s'en débarrasser. D'ailleurs, il est probable que la seule raison pour laquelle Judy soit encore en vie, c'est parce que son amie Barbara a refusé de se joindre à eux. Si les deux jeunes femmes avaient été ensemble sur le bateau, il est fort probable qu'elles auraient rencontré le même sort tragique que Joe et ses filles, mais Barbara pouvant témoigner, l'agresseur a très certainement décidé de ne pas aller au bout de son acte. L'enquête piétine, mais les enquêteurs repensent aux inscriptions sur le prospectus, probablement écrites par la main même du meurtrier, et c'est alors qu'ils ont une idée de génie. L'experte médico-légale qui a étudié les brochures remarque que l'écriture du supposé meurtrier est assez particulière. C'est la première fois qu'elle voit une écriture comme ça, avec deux observations en particulier qui lui semblent assez uniques. Premièrement, l'utilisation de T majuscule en plein milieu des mots. Et deuxièmement, le fait que tous les Y soient écrits d'une manière différente. Maintenant, comment identifier la personne à qui appartient cette écriture? Eh bien, c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont une idée de génie. Ils se disent que l'un des meilleurs moyens, c'est d'utiliser des panneaux publicitaires géants sur le bord de la route. Avec le trafic routier qu'il y a dans la région, ça leur assurera qu'une grande partie de la population, voire même de touristes, verra l'écriture de l'homme et ils auront ainsi plus de chances de trouver quelqu'un qui reconnaisse l'écriture. Ils réquisitionnent donc 5 panneaux publicitaires géants sur lesquels ils affichent l'écriture
et indique à côté que toute personne pouvant les aider à identifier le propriétaire de cette écriture peut les aider à coincer un meurtrier et empocher au passage une récompense de 25 000 $. Et contre toute attente, un jour, ils reçoivent l'appel d'une femme qui reconnaît l'écriture. Joanne Steffe est persuadée d'avoir déjà vu cette écriture sur un reçu que lui avait remis un certain Obad Chandler, entrepreneur en aluminium. Par chance, elle a conservé le reçu et une fois examiné par l'experte médico-légale, il n'y a aucun doute, il s'agit effectivement bel et bien de la même écriture. La police se rend donc au domicile du fameux Obad Chandler, qui habite à 1,5 km seulement de la rampe de mise à l'eau où le véhicule de Joanne Rogers a été retrouvé. Obad Chandler est interpellé et interrogé, mais il nie. Néanmoins, après avoir réussi à obtenir le relevé d'appel de l'homme, la police découvre que ce dernier, les deux soirs, le soir du viol de Judy et le soir du meurtre de Joe et ses filles, Obad Chandler a utilisé son téléphone portatif depuis son bateau au milieu de la baie. Nous sommes le 24 septembre 1992, Obad Chandler est emprisonné. Afin de confirmer leurs soupçons, il est demandé à Judy de faire le voyage depuis le Canada afin de venir identifier l'homme. Placée derrière une vitre sans teinte, Judy observe les 6 hommes qui lui sont présentés et sans aucune hésitation, elle désigne Obad Chandler comme étant son agresseur. La police souhaite maintenant examiner le bateau du suspect dans l'espoir d'y trouver des preuves supplémentaires, mais ce dernier affirme l'avoir vendu. Ce qui conforte les policiers dans leurs soupçons, mais malheureusement, sans preuve tangible autre que son écriture sur le prospectus, les policiers savent que l'affaire ne tiendra pas devant un tribunal. Heureusement, une empreinte est trouvée sur le prospectus et après analyse, elle correspond à Obad Chandler. Il est donc incarcéré sur le champ en attendant son jugement. Son procès démarre le 19 septembre 1994. Pendant tout le temps de son procès, il clame son innocence. Il reconnaît avoir effectivement rencontré Joanne et ses filles et leur avoir indiqué la route, mais il affirme ne les avoir jamais revues après ça. Concernant les appels passés depuis son bateau, il affirme qu'il a essayé de contacter les gardes-côtes, car son bateau rencontrait des problèmes mécaniques, mais que ces derniers, étant trop occupés, ne lui ont jamais répondu. Raison pour laquelle il aurait fini par se débrouiller tout seul et aurait utilisé du gros scotch pour rafistoler son bateau et pouvoir rentrer chez lui. Sauf que d'abord, le registre des gardes-côtes indique qu'Obad Chandler ne les a jamais contactés. Et en plus de ça, un expert en mécanique est appelé à témoigner et après des questions spécifiques, il est mis en lumière le fait que non seulement Obad Chandler ne connaît pas vraiment le problème mécanique qu'il essaye d'inventer, mais en plus, il s'agit d'un problème mécanique impossible à solutionner avec simplement du gros scotch, comme il prétend l'avoir fait. Judy Blair témoigne en décrivant son agression et le procureur de la République met en lumière le fait que le modus operandi soit très similaire. Des touristes de sexe féminin, jeunes et jolis, invités sur le bateau d'Obad Chandler afin d'admirer le coucher de soleil. Et puis, une fois en mer au milieu de la baie, un changement brutal de comportement, une agression sexuelle et des menaces de mort. Sauf que, encore une fois, le fait que Barbara, l'amie de Judy, ait refusé de l'accompagner, lui a probablement sauvé la vie. Joe et ses filles, elles, n'ont pas eu cette chance. Et 2 autres témoignages achèveront de convaincre le jury. Le premier, c'est celui de la propre fille de Obad Chandler. En effet, au moment où le portrait robot de l'agresseur de Judy avait commencé à circuler, Obad Chandler, subitement et sans prévenir personne, avait quitté la région. Il s'était rendu dans l'Ohio, dont il est lui aussi originaire, et avait rendu visite à l'une de ses filles, Crystal Sue Mays. Crystal affirme qu'à ce moment-là, son père lui a avoué à elle et à son mari avoir violé une femme et en avoir tué 3 autres. Il semblerait que si Crystal et son mari n'avaient pas prévenu la police à ce moment-là, c'est tout simplement parce qu'ils étaient terrifiés par Obad Chandler et qu'ils craignaient des représailles. Le deuxième témoignage, c'est celui de Rollins Cooper, un collègue de Obad Chandler. Rollins affirme que le 1er juin 1989, Obad Chandler se serait vanté auprès de lui d'avoir rendez-vous avec 3 femmes le soir même. Le lendemain matin, quand il est arrivé au travail avec une petite mine et les traits tirés, il aurait dit à Rollins qu'il avait passé toute la nuit sur son bateau. Les preuves sont accablantes et malgré le fait qu'il affirme être innocent, Obad Chandler est jugé coupable à l'unanimité par les 12 jurys le 29 septembre 1994. Et le 4 novembre suivant, il est condamné à mort. Durant tout le temps de son incarcération, Obad Chandler a clamé son innocence et affirme n'avoir pas tué Joanne, Michelle et Christé. Il a cependant reconnu l'incident avec Judy qu'il qualifie de simple incident, car selon lui ça ne s'est pas du tout déroulé comme la jeune femme le décrit, mais il s'agirait d'un simple malentendu
Il prétend que Judy était consentante et qu'elle a changé d'avis en cours de route. Obad Chandler a été exécuté le 15 novembre 2011 à 16h08 au centre pénitentiaire de Rayford en Floride. Mais les enquêteurs sont persuadés que Obad Chandler a fait d'autres victimes et leurs doutes vont bientôt se confirmer. Tous les enquêteurs qui ont étudié de près ou de loin le dossier de Obad Chandler sont convaincus que la liste de ses victimes n'est pas complète. Ils pensent que Obad Chandler, dans la fin des années 80, début des années 90, a fait de nombreuses autres victimes. Toujours de la même manière, en jouant de son charme et de sa confiance en lui, pour attirer des jeunes femmes sur son bateau. Et souvent des touristes qui ne connaissaient pas bien la région, à qui il proposait d'admirer un magnifique coucher de soleil depuis la mer. Leur doute se confirme en février 2014, alors qu'un enquêteur spécialisé en cold case fait le lien avec une autre affaire, celle du meurtre d'une jeune femme de 20 ans, Ivlis Berrios Begueris. À la seule différence que Ivlis n'était pas une touriste. La jeune femme travaillait dans un magasin de sport dans une galerie commerciale de la petite ville de Sunrise, en Floride. Le 27 novembre 1990, en débauchant, elle découvre les pneus de sa voiture qui sont crevés. Apparaît alors un homme fort aimable qui lui propose de lui venir en aide, mais il n'en est rien. Son corps sera retrouvé 3 heures plus tard, à 1h du matin, dans un quartier voisin. Les technologies de l'époque n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui, les prélèvements n'avaient rien donné et le meurtrier de Ivlis n'avait jamais été arrêté. Mais heureusement, les échantillons avaient été précieusement conservés et en 2014, des enquêteurs spécialisés en cold case ont décidé de les retester. Et des traces ADN ont pu être prélevées de ces échantillons. Lorsque les résultats sont tombés, une correspondance a immédiatement été détectée dans les fichiers de la police. Il s'agissait de l'ADN d'Obad Chandler. Alors, combien de jeunes femmes a-t-il pu agresser sexuellement, voire même tuer ? Personne n'est vraiment en mesure de le dire, mais ce qui est certain, c'est que Obad Chandler était un véritable monstre. Estibalis Carranza, alias Esti, et on va l'appeler Esti pendant la vidéo parce que Estibalis Carranza, c'est pas très facile à prononcer. Esti, donc, est né le 6 septembre 1978 dans la ville de Mexico. Son père, journaliste politique plutôt renommé, écrit régulièrement des articles contre le régime en place, tant et si bien qu'un jour, l'armée débarque chez la famille pour, semblerait-il, les effrayer. Et ça marche puisque non seulement la petite Esti est traumatisée par ces hommes en uniforme qui débarquent subitement chez eux, mais en plus de ça, les parents estiment que c'est trop dangereux de rester et décident de s'exiler en Espagne. Et en Espagne, la vie de la petite Esti change du tout au tout puisque maintenant son père travaille à domicile et lui demande en permanence de se taire pour pouvoir se concentrer, mais également à l'école, les choses sont difficiles pour elle. Esti est une petite nouvelle, qui plus est une immigrée mexicaine, et elle peine à se faire des amis. Mais un jour, alors qu'elle est âgée d'une dizaine d'années, le monde d'Esti est chamboulé. Sa mère est enceinte et finit par mettre au monde un petit frère qu'Esti aime de tout son cœur. Mais plus que de simplement être heureuse d'avoir un petit frère, c'est pour elle une vraie révélation. Elle ne rêve plus que d'une chose, se marier et devenir mère à son tour. Ses parents pensent alors qu'il s'agit d'une lubie passagère, d'une lubie d'enfant, mais au contraire, plus les années passent, et plus cette idée devient une idée fixe dans l'esprit d'Esti, une obsession. Et en grandissant, Esti, qui devient une très jolie jeune fille, n'a aucune difficulté à rencontrer des hommes, en particulier lorsqu'elle sort en discothèque. Sauf que la plupart du temps, les hommes qu'elle rencontre sont des hommes bien plus âgés qu'elle, et qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que la jeune adolescente. Dans un livre autobiographique qu'elle sortira un petit peu plus tard, elle prétend même que l'un d'entre eux l'a un jour invitée à une soirée privée et lorsqu'elle est arrivée, il l'a emmenée à l'écart et l'a agressée sexuellement. Agression dont elle n'avait jamais parlé à personne avant ce livre et qu'elle n'a d'ailleurs pas rapporté à la police à l'époque. Les années passent, Esti est maintenant âgée de 17 ans et elle finit par avoir enfin son premier vrai amoureux, un garçon de son école. Les deux sortent ensemble et si Esti est éperdument amoureuse de lui et voit en lui l'homme de sa vie, le père de ses futurs enfants, le jeune garçon, lui non plus, ne voit pas du tout les choses de la même manière. Il est d'ailleurs très clair avec elle, ce n'est qu'une relation passagère.
il n'a pas l'intention de s'engager plus que ça. Et lorsqu'elle lui fait part de son envie pressante de mariage et d'enfants, il la largue purement et simplement. La jeune Esty est effondrée. Effondrée et vexée. Tellement vexée d'ailleurs qu'elle se met à avoir des idées sombres. Et si elle le tuait, en coupant le flexible de frein de sa voiture par exemple, ou encore en trafiquant le chauffage dans son appartement. Bien évidemment, elle ne passe pas à l'acte, mais ses idées, d'une certaine manière, l'apaisent. Et malgré son chagrin d'amour, la jeune fille termine ses études avec brio, obtenant l'équivalent du baccalauréat avec mention. Ses parents, qui voient bien qu'elle était extrêmement affectée par la rupture, décident de l'aider à se changer les idées et organisent pour elle un voyage en Allemagne, chez des amis de la famille, plus précisément à Berlin. Esty, qui a appris l'allemand à l'école, va passer l'été chez eux en tant que fille au père. Mais une fois l'été terminé, Esty n'a pas du tout l'intention de rentrer en Espagne. Elle décide donc de se procurer un visa travail et de rester en Allemagne. Elle déménage dans les environs de Nuremberg, à 450 km à peu près au sud de Berlin, où elle finit par trouver un emploi dans une petite boutique de glace. Et une fois encore, elle redémarre tout à zéro, dans une ville où elle ne connaît personne. Mais si Esty n'est pas forcément une personne très sociale, à proprement parler, en dehors du travail, pendant le travail, en revanche, elle a grand plaisir à passer du temps à discuter avec les clients et avec les différents fournisseurs qui viennent dans la boutique. Et c'est ainsi qu'elle rencontre Holger Holt. La première fois que Esty et Holger se rencontrent, donc, c'est au sein de la petite boutique. Holger est commercial pour une société qui vend des appareils réfrigérants. Et bien qu'il soit âgé de plus de 14 ans de plus qu'elle, Esty, la première fois qu'elle le voit, est frappée par la ressemblance avec son ex-petite amie. Pour être plus exact, Holger, alors âgé de 36 ans, ressemble trait pour trait à l'image mentale qu'elle s'était faite de son ex-petite amie lorsqu'il atteindrait la fin de la trentaine. Et de son côté, Holger n'est pas du tout indifférent à la beauté de la jeune fille, qu'il ne manque d'ailleurs pas de complimenter à chaque fois qu'il se rend à la boutique. Tant et si bien que le jour où il l'invite à sortir, à aller manger un morceau après le travail, Esty, déjà conquise, accepte immédiatement. Et après seulement quelques semaines, Holger demande à Esty si elle veut l'épouser. Elle accepte immédiatement. Enfin, ses rêves de fonder une famille et d'avoir des enfants vont pouvoir se réaliser. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Holger, qui appartient alors au mouvement religieux Hare Krishna, considère que l'acte sexuel doit être utilisé uniquement pour la procréation. Et de son côté, il n'est pas encore prêt à avoir un enfant avec Esty. Selon la jeune fille, son comportement change du tout au tout après qu'il soit marié. Il la dénigre en permanence, critiquant son aspect physique et lui disant qu'à ses yeux, elle n'est pas attirante du tout, avant de finalement changer d'avis, lui faire ses excuses et lui dire qu'elle est magnifique. Le couple finit par quitter la banlieue de Nuremberg pour aller retourner s'installer à Berlin, d'où Holger est originaire, mais il n'y reste pas longtemps, car Holger perd son emploi, et c'est alors qu'il se souvient qu'Esty, à plusieurs reprises, lui a fait part de son envie d'aller visiter la magnifique ville de Vienne, en Autriche. Et si le couple reprenait tout à zéro, prenait un nouveau départ en allant s'installer à Vienne. Ils pourraient même y ouvrir leur propre magasin de glace et démarrer enfin cette famille dont Esty rêve tant. D'abord un petit peu sur la réserve, le dernier argument fait mouche et Esty accepte, ravi que Holger accède enfin à son souhait le plus cher, celui d'avoir un enfant. Il déménage donc et s'installe dans un petit appartement à 300 mètres environ de la boutique qu'ils reprennent, Schleckeria Ice Café. La petite boutique, parfaitement située à un grand carrefour en plein cœur du quartier de Meidling, est extrêmement chaleureuse et accueillante avec ses couleurs pastel et ses très nombreux parfums de glace, raison pour laquelle, dès le début, la clientèle est présente et sans pour autant être extraordinaire, les affaires marchent suffisamment bien pour faire vivre le couple. Maintenant, pour la jeune femme, il est temps de fonder une famille. Mais voilà, non seulement Holger délaisse complètement Esty, la laissant même s'occuper de la boutique quasiment toute seule, mais en plus de ça, il ne semble toujours pas avoir envie d'avoir cet enfant avec elle. Et Esty, même si elle fulmine intérieurement, ne laisse rien paraître. Le temps passe, les deux coexistent plus qu'ils ne forment un réel couple, à proprement parler. Et puis en 2007, Esty rencontre un nouvel homme, Manfred Hinterberger. Maintenant âgée de 29 ans, Esty rencontre Manfred à peu près de la même manière qu'elle avait rencontré Holger à l'époque. L'homme de 48 ans est l'un de ses fournisseurs de glace. Et il vient régulièrement au Schleckeria, ne manquant jamais,
comme Holger à l'époque, d'avoir un gentil mot, un compliment pour Esti. Bien sûr, il sait qu'elle est mariée, mais il sait aussi qu'il y a de l'eau dans le gaz, et c'est la raison pour laquelle, un jour, il décide néanmoins de se jeter à l'eau et propose un rendez-vous à la jeune femme. Esti accepte, et c'est de cette manière qu'elle et Manfred deviennent amants. Mais rapidement, Manfred en veut plus. Il n'a de cesse de complimenter Esti, de lui dire à quel point elle est brillante, intelligente, et surtout à quel point elle n'a pas besoin de son boulet de mari pour mener à bien les affaires de la boutique. Il l'invite donc fortement à divorcer, ce qu'elle finit par faire. Et une fois le divorce prononcé, elle est ravie d'annoncer à Manfred qu'elle est maintenant tout à lui et qu'elle est prête à démarrer avec lui une nouvelle vie, une nouvelle famille et avoir des enfants. Sauf que Manfred, il en a déjà eu avant des enfants et il ne semble pas du tout vouloir en avoir d'autres. Raison pour laquelle, quand Esti finit par devenir un petit peu trop pressante à son goût, il décide de rompre avec elle. Dans le même temps, Holger, bien que divorcé d'Esti, refuse de quitter le logement qu'il partageait avec elle, tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, les engueulades sont monnaie courante dans le petit appartement. Tant et si bien qu'un jour, les idées de meurtre qu'Esti avait eues pour son premier petit ami refont surface. Tuer Holger ne solutionnerait-il pas tous ses problèmes ? Si, absolument. Ce serait la solution idéale pour se débarrasser de lui, pour ne plus être victime du harcèlement moral dont il fait preuve à son égard, voire même des coups qu'il lui porte parfois. Et tout simplement pour ne plus la voir sous les yeux à chaque fois qu'elle rentre du travail. Hop, 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 hop ! Avant qu'on continue, est-ce que vous êtes déjà abonné ? Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire si vous voulez découvrir d'autres affaires criminelles et des histoires de disparitions mystérieuses. Et également, je vous invite, si cette vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour l'algorithme, mais vous connaissez la musique. Sur ce, retour à la vidéo. Nous sommes le 27 avril 2008. Esti rentre d'une journée de travail à la boutique et trouve Holger, comme d'habitude, assis face à l'ordinateur. Pour la énième fois, elle lui demande de partir, de se trouver son propre appartement tout simplement, et pour la énième fois, il lui répond en la rabaissant et en lui disant que de toute façon, elle ne pourrait rien faire sans lui, elle ne pourrait pas s'en sortir toute seule. Et il rajoute d'un air narquois, en faisant allusion à Manfred, que même son nouvel amoureux en a eu marre d'elle et l'a laissé tomber. Cette fois-ci, c'en est trop. Esti aperçoit l'une des armes que Holger a commencé à collectionner un petit peu plus tôt dans l'année, un Beretta calibre 22. Elle s'en saisit, s'approche de Holger dans son dos, pour qui la conversation est terminée et qui s'est maintenant retourné face à l'écran de son ordinateur, et elle lui tire 2 balles dans l'arrière de la tête. Puis elle se rapproche et à bout portant, lui tire une 3e balle au niveau de la tempe. Holger s'écroule sur son bureau. Esti, calmement, repose le pistolet, prend son sac et quitte l'appartement pour aller rendre visite à son nouvel amoureux qu'elle a rencontré en ligne peu de temps après sa rupture avec Manfred. Elle y passe la nuit et le lendemain matin se rend à la boutique comme si de rien n'était. La journée terminée, elle sait qu'elle ne peut pas ignorer le corps de son mari pendant trop longtemps et elle décide donc de retourner à l'appartement pour s'en occuper. Elle asperge le corps d'essence et y met le feu, sauf que non seulement le corps ne brûle pas du tout de la manière qu'elle espérait, mais en plus de ça, une épaisse fumée commence à s'en dégager. Une fumée tellement épaisse d'ailleurs qu'un des voisins, inquiet, appelle les pompiers. Et alors que Esti ouvre la porte de son appartement pour ventiler un petit peu, faire courant d'air, elle tombe nez à nez avec un pompier en train de grimper les escaliers 4 à 4. Elle a à peine le temps de refermer la porte derrière elle et, en jouant de son charme, d'expliquer aux pompiers que c'est une fausse alerte, qu'elle était simplement en train de cuisiner et qu'elle a complètement foiré son repas. Puis en riant nerveusement, elle s'excuse et le pompier, convaincu, repart. Sous le coup de l'émotion, Esti prend une douche et part une nouvelle fois chez son amoureux pour y passer la nuit, laissant son ex-mari Holger mort, à moitié calciné, sur sa chaise de bureau. Mais lorsqu'elle revient, le lendemain matin, l'odeur commence à être extrêmement forte. À tel point d'ailleurs qu'un autre voisin vient toquer à sa porte et lui demande ce qu'il se passe, si tout va bien. Elle lui répond, encore une fois en riant nerveusement, qu'elle cuisine du poisson et que ça sent extrêmement fort. Le voisin, lui aussi, semble convaincu par les explications et repart. Mais Esti le sait, il lui faut maintenant trouver une solution pour se débarrasser du corps. Sauf que Holger était un homme assez imposant, il pesait près de 130 kilos. Elle ne peut donc tout simplement pas le traîner.
Du coup, la seule solution pour elle semble être de le démembrer. Et pour ce faire, elle va acheter une tronçonneuse dans un magasin de bricolage du coin, ainsi qu'une grande bâche de plastique pour protéger le sol, et du ciment. Et une fois le corps découpé en plusieurs morceaux, elle place les différentes parties du corps dans des grands seaux ou des grands bacs en plastique, puis y coule le ciment. Elle attend que le ciment sèche et une fois sec, elle descend les seaux un à un dans la rue avant de finalement héler un taxi pour qu'il la dépose à la boutique à 300 mètres de là. Elle prétend au chauffeur qu'elle est en train de faire des travaux de rénovation. L'homme ne pose pas plus de questions que ça. Une fois à la boutique, elle descend immédiatement les seaux dans la cave et les positionne dans un grand congélateur qu'elle entoure de désodorisant. Et enfin, elle retourne à l'appartement pour le nettoyer. N'ayant pour ainsi dire pas vraiment d'amis proches ni de famille à Vienne, personne ne s'inquiète de la disparition de Holger. Et Esti reprend tranquillement sa petite vie en travaillant tous les jours à la boutique, à quelques mètres seulement du corps de son ex-mari sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Environ 3 ans plus tard, Manfred refait son apparition dans la vie d'Esti et les deux commencent de nouveau à se fréquenter. Mais là encore, il ne semble pas vraiment vouloir s'engager et il lui propose d'ailleurs d'avoir une relation libre dans laquelle chacun peut, s'il le souhaite, aller voir ailleurs. Esti est furieuse. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est fonder une famille. Et un jour, alors qu'elle fouille dans le téléphone de Manfred, elle y découvre des sextos, des messages de femmes qui lui envoient des photos d'elle nues. Elle pète un câble et elle se remet à avoir des idées noires, des envies de meurtre. Elle part travailler, mais elle ne peut s'empêcher pendant toute la journée de penser à la manière dont elle pourrait tuer Manfred. Et là encore, ses pensées semblent l'apaiser. Elle retourne donc au magasin de bricolage, y achète une nouvelle tronçonneuse et du ciment, et il semblerait même qu'elle suive un atelier pour apprendre à faire du meilleur ciment, prouvant, contrairement à ce qu'elle a affirmé plus tard, qu'il y avait bel et bien préméditation, même si elle prétend n'avoir fait ses achats que pour se calmer et qu'elle n'avait alors pas du tout l'intention de tuer Manfred. Mais le fait est qu'un soir de fin novembre, en rentrant d'une soirée un petit peu arrosée, Esti met Manfred devant le fait accompli. Elle sait qu'il parle avec d'autres femmes en ligne. Pourquoi fait-il ça, alors qu'il sait à quel point ça la blesse profondément? Sue, celui-ci n'a pour seule réponse que de s'affaler sur le lit et de s'endormir instantanément en commençant à ronfler face au mur. Esti ne le supporte pas, elle se saisit alors du pistolet sous son matelas et lui tire dessus à 4 reprises. Lorsque dans la matinée, elle croise un voisin dans la cage d'escalier qui lui demande de quoi il s'agit, se référant au bruit de la tronçonneuse, elle lui répond avec beaucoup d'aplomb qu'il s'agit d'une nouvelle machine à glace qu'elle vient de recevoir et qu'elle teste à la maison avant d'emmener à la boutique. Et exactement de la même manière que précédemment, elle place les différents membres de Manfred dans des seaux et des bacs en plastique, y fait couler du ciment, puis emmène les seaux à la boutique, dans le sous-sol, et les met dans le congélateur à côté des restes d'Holger. Sauf que cette fois-ci, Manfred étant originaire de Vienne, ses amis et sa famille commencent à se poser des questions, poussant Esti à leur dire qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il est allé, et jouant même la victime éplorée, disant que peut-être Manfred s'est échappé avec une autre femme parce qu'il ne l'aimait pas autant qu'elle l'aimait. Et pendant qu'elle joue le rôle de la petite amie éplorée, un ami de Manfred, Roland, 47 ans, est là pour lui apporter son soutien. Il est là pour elle, il l'aide à se changer les idées, l'emmène de temps en temps dîner au restaurant, bref, un vrai ami, mais cette amitié rapidement se transforme en une relation amoureuse. En janvier 2011, il quitte la femme avec qui il est pour se mettre officiellement en couple avec Esti, et pas moins de 5 mois plus tard, un élément va bouleverser leur vie à tous les deux. Esti est enceinte. Enfin, elle qui en rêvait depuis si longtemps. Roland, de son côté, semble lui aussi absolument ravi, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Esti lui demande s'il veut bien l'épouser, il accepte, ignorant tout des sombres secrets de sa compagne. Mais ces sombres secrets, il va finir par les découvrir. Nous sommes le matin du 6 juin 2011, il est 9h du matin. Esti se rend comme d'habitude à la boutique, mais lorsqu'elle y arrive, il y règne une certaine effervescence. Un homme, en combinaison, sort de la boutique d'un pas rapide, le visage fermé. Esti demande alors à des habitués qui se trouvent devant la boutique ce qu'il se passe, et ils lui répondent que le coiffeur d'à côté a eu des problèmes de canalisation. Pour accéder à la fameuse canalisation, le plombier a été contraint de forcer une porte qui était verrouillée, et
il a trouvé derrière cette porte un congélateur. À l'intérieur de ce congélateur, il y avait des seaux remplis de ciment et, semblerait-il, lui dit le client en chuchotant, dans ces seaux, il y aurait trouvé des restes humains. C'est comme un coup de massue qui s'abat sur Esty. Elle s'excuse poliment et alors que de très nombreuses voitures de police commencent à arriver sur place, elle s'éloigne. Il lui faut partir le plus vite possible et le plus loin possible surtout. Mais pour ça, elle a besoin d'argent. Elle se rend donc immédiatement à la banque qui est juste à côté, mais elle réalise rapidement que pour retirer une si grosse somme d'argent, elle a besoin de son livret de banque et ce livret de banque se trouve à la boutique. L'endroit grouille maintenant de policiers et il est inconcevable pour elle d'y retourner, raison pour laquelle elle fait appel à sa femme de ménage, qui est pour elle la personne la plus proche qu'elle ait à Vienne, et elle lui demande si elle peut aller chercher ce livret de banque pour elle. La femme accepte et ramène rapidement à Esty son livret de banque, lui permettant de retirer l'ensemble de ses économies, soit environ 10 000 euros. Il ne lui reste maintenant plus qu'à quitter le pays. Mais pour ce faire, elle a besoin de son passeport. Et ce passeport, il est chez elle. Là encore, elle ne peut pas prendre le risque de retourner chez elle, de peur de se faire arrêter par la police. Et c'est alors qu'elle voit un habitué de la boutique passer en voiture. Elle l'arrête et lui explique que la police est à sa recherche à cause de quelque chose que Manfred a fait. Elle lui demande alors s'il peut aller à sa place, rechercher son passeport à son appartement. L'homme accepte et revient quelques minutes plus tard avec le passeport d'Esty. Puis celle-ci lui demande s'il peut la déposer à l'aéroport, mais celui-ci, silencieusement, secoue la tête. Il lui appelle un taxi et lui souhaite bonne chance. Arrivé à l'aéroport de Vienne, Esty regarde le grand panneau d'affichage des départs à la recherche d'une destination vers laquelle elle pourrait fuir, et son regard s'arrête sur Paris. Elle va donc au comptoir, achète un billet, mais une fois le billet acheté, elle commence à douter. Et si la police l'attendait à la porte d'embarquement ? Elle décide alors de quitter l'aéroport et de partir en taxi. Pour la petite histoire, elle a eu un très bon instinct puisque, effectivement, la police l'attendait à la porte d'embarquement. Elle finit par trouver un taxi qui accepte de la conduire à Udine, une ville en Italie à environ 5 heures de route de là. Elle lui raconte qu'elle est danseuse et qu'elle doit se rendre à Udine en toute urgence pour une représentation de dernière minute qui n'était pas programmée. Mais juste après avoir passé la frontière, elle lui avoue qu'elle est en fait en cavale. Et l'homme qui a écouté les informations à la radio fait immédiatement le lien. Il lui dit donc qu'il ne va pas la déposer à Udine, mais qu'il va la déposer au prochain village, la petite ville de Cavazzo. Esty parvient néanmoins à convaincre l'homme de réserver pour elle une chambre d'hôtel à son nom, à lui. Elle passe donc la nuit dans cet hôtel à Cavazzo et le lendemain matin, elle réussit à trouver un autre client de l'hôtel qui se rend à Udine, à une 50aine de kilomètres de là, et qui accepte de la déposer. Elle veut se rendre à Udine car il s'agit d'une bien plus grande ville et elle pense que ce sera pour elle plus facile de passer inaperçue. D'ailleurs, à peine arrivée, elle se rend chez un coiffeur pour changer non seulement de coupe de cheveux mais également de couleur. Pendant ce temps, le chauffeur de taxi prévient la police et leur dit qu'il a déposé Esty dans la ville de Cavazzo et leur indique le nom de l'hôtel, mais lorsque les policiers arrivent, il est déjà trop tard. Esty est partie, elle est à Udine avec sa nouvelle apparence et fait la connaissance d'un musicien de rue du nom de Yvan. Elle lui raconte qu'elle fuit son mari violent et lui demande si elle peut passer quelques jours avec lui, ce qu'il accepte. Mais rapidement, il a un mauvais pressentiment, il la trouve louche, et lorsqu'il entend parler de l'affaire des restes humains retrouvés dans un congélateur dans la ville de Vienne et qu'il voit la description d'Esty, il fait immédiatement le lien. Il prévient donc immédiatement la police et dès le lendemain matin, à la première heure, la police fait irruption chez lui et interpelle Esty. Nous sommes le 10 juin 2011. Dès sa première audition, Esty a tout avoué. Les aveux obtenus, elle a été immédiatement extradée en Autriche, où elle est incarcérée en attente de son procès. En janvier 2012, elle donne naissance à un petit garçon qu'elle appelle Roland, comme son père. Père qui, d'ailleurs, comme il le lui avait promis, a officiellement épousé Esty alors qu'elle était emprisonnée. En revanche, ce sont les parents d'Esty à Barcelone qui ont récupéré la garde du petit Roland Junior, et non son papa. Le procès de Estíbaliz Carranza s'est déroulé à Vienne en novembre 2012 et a duré 4 jours. Pendant ces 4 jours, c'est pas moins d'une 50aine de témoins qui ont été appelés à la barre, et à l'issue, elle a été jugée coupable et condamnée à une peine de prison à perpétuité. Il a également été ordonné une évaluation psychiatrique qu'il a estimée instable psychologiquement.
Sans blague, le rapport de cette évaluation psychiatrique a déterminé qu'Esty se prenait pour une princesse qui attendait que son prince charmant vienne la délivrer. Et si les hommes qui partageaient sa vie ne lui semblaient pas à la hauteur de ses attentes, eh bien, elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. Il lui a donc été diagnostiqué des troubles de la personnalité et il a été indiqué que si un jour elle était libérée, elle risquait de recommencer à tuer. Une chance sur 3 selon le rapport. La justice n'a donc pas voulu prendre le risque et raison pour laquelle Esty a été condamnée à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. De son côté, Esty n'a jamais discuté le verdict et elle a même exprimé son regret d'avoir retiré 2 enfants à leur mère, en les personnes de Holger et de Manfred. Ironiquement, elle ne verra jamais grandir le sien d'enfant, cet enfant pourtant dont elle rêvait tant depuis toute petite. Alors on est d'accord pour dire qu'a priori, tous les hommes qu'elle a rencontrés tout au long de sa vie l'ont tous, à l'exception de Roland, maltraité, au moins psychologiquement. Mais n'aurait-il pas été plus simple de juste les quitter ? Elle avait de l'argent, elle avait la boutique qui fonctionnait bien, bref, elle aurait pu, si elle l'avait souhaité, tout simplement s'éloigner d'eux. Mais au lieu de ça, elle a volontairement choisi, peut-être pour assouvir un fantasme qui couvait en elle depuis des années, de les tuer, de les démembrer et d'entreposer leur reste dans le sous-sol de la boutique. Puis de méthodiquement retourner tout nettoyer l'appartement et se mettre à jouer un rôle pour ne pas paraître suspecte aux yeux des autres. D'ailleurs, son côté manipulateur et calculateur a bien été mis en lumière lors de sa cavale. C'est assez effrayant le fait que toutes ces personnes, qui pourtant savaient que quelque chose clochait, qu'il y avait quelque chose de louche, ont fait exactement ce qu'elle attendait d'eux. En 2015, Esty et Roland ont divorcé, entre autres, a priori, à cause de nombreuses engueulades concernant la garde de leur enfant. Et en 2017, après avoir été jugée trop dangereuse pour être dans une prison pour femmes, Esty a été transférée dans une prison pour hommes à Linz. Une unité spéciale réservée aux prisonniers les plus dangereux, comptant 91 hommes, et dont Esty était la seule femme lorsqu'elle a été admise. Bref, cette femme est aussi fascinante que terrifiante. Vous en pensez quoi ? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux ou même directement à vos amis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres, fantômes ou autres créatures imaginaires. Salut!